السلام عليكم. ايوا كما تيقولوا خيط الكذب قصير. تبون كيكذب عيا يكذب كيحسبوا راه غير بوحدو في العالم اللي كيهضر زعما ما كيسمعو حتى شي واحد، ولا راه ما غيكذبوش شي واحد شي نهار ولا. في هذا الفيديو هذا غادي تعرفوا حقيقه ديال الجزائر، الحقيقه ديال الجزائر اللي قالت لك ما عندهاش الديون، اللي قالت لك الاقتصاد ديالها كبر من اقتصاد الدول الافريقيه، اللي هي اللي مكلاسيه الاولى، هي اللي المهم دائما على حسب الكلام ديال تبون. دائما هو فين ما تيهضر في شي اجتماع الا وكيوحي المغرب بانه ما احسن من المغرب اقتصاديا، احسن من المغرب صناعيا، احسن من المغرب في كل شيء. المهم هو ما احسن من المغرب. ايوا المهم بلا ما نبقى نكثر في الهضره، نخليكم تسمعوا هذا الفيديو هذا وديك الساعه تحكموا على السي تبون. بغيت يا ربي بغيت حتى الجزائريين يسمعوه. هذا راه واحد الخبير اقتصادي، سمعوا اشنو قال على الجزائر، اشنو قال على المغرب، واشنو قال على تونس. هاد ثلاثه الدول هذا والمرتبه ديالهم، الكلاسمون ديالهم اقتصاديا، باش تلقى في الاخر بان الجزائر اقل من تونس اقتصاديا. خليكم مع الفيديو. Ça va très bien. Je vous présente rapidement pour les auditeurs. Vous êtes géopoliticien, journaliste et essayiste. Votre dernier livre, c'est Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'Algérie. Mais il faut comprendre en fait un peu le système algérien, comment fonctionne le système algérien. Alors moi, j'ai fait du commerce international dans l'alimentaire pendant 40 ans et j'ai travaillé en particulier dans une société qui travaillait beaucoup avec l'Algérie. Moi, je ne m'occupais pas moi-même de l'Algérie, je m'occupais de l'Algérie, mais je vendais de la poudre de lait, des produits comme ça. Et en fait, on sait très bien comment fonctionne le système algérien, c'est de notoriété publique en fait. C'est organisé c'est une junte en fait, c'est une oligarchie avec un certain nombre de grands personnages, un certain nombre de généraux, et il est de notoriété publique, ça les Algériens, quand ils vous diront la vérité, ils vous le diront tous, que c'est organisé avec un certain nombre de coteries et de boutiques en fait, avec tel personnage qui s'occupe de l'importation de tel produit, tel produit, tel produit, ils sont répartis des importations, et en fait, chacun reçoit sa petite obole ou sa grosse obole en fonction des produits qui sont importés. Alors, pour le prouver, c'est très facile en fait. Si vous regardez la structure des exportations et de la production de l'Algérie, ce que j'ai fait hier, vous voyez que le PIB algérien, ça fait 240 milliards de dollars à peu près, et là-dessus, les exportations algériennes font 70 milliards par an. Ça, c'est 2022. Mais là-dessus, les exportations hors pétrole ne représentent même pas 7 milliards, parce que dans les 7 milliards, il y a les dérivés du pétrole, il y a du goudron, il y a des choses comme ça. Ça fait 3% à peine du PIB. Donc l'Algérie exporte hors pétrole à peine 3% de son PIB. Alors que si vous regardez le Maroc et la Tunisie, par exemple, le Maroc a, au lieu de 7 milliards d'exportations hors pétrole, à 42 milliards, c'est-à-dire 30% de son PIB, et la Tunisie 15 milliards, c'est-à-dire 30% de son PIB. C'est-à-dire que l'Algérie est organisée comme un système de pénurie. J'en ai rencontré beaucoup, j'en ai rencontré en Angola, au Nigeria, etc. C'est-à-dire, vous faites en sorte de créer une pénurie, et pour ça, vous ne créez aucune industrie et aucune agriculture, et vous ne poussez pas la production locale, et vous dépendez complètement des importations pour lesquelles un certain nombre de personnes ont le monopole de l'importation et des devises qui permet de rentrer les produits et de les vendre très cher et de tondre la population. Le système cubain est comme ça, etc. Donc voilà comment le système fonctionne. C'est un piège. C'est d'abord uniquement, si vous voulez, une rente pétrolière et un piège d'une économie de pénurie dont les Algériens sont eux-mêmes les dindons de la farce, en fait, les moutons. Donc, dans ces conditions, il est très important de se créer un ennemi extérieur de façon à ce que détourner la population, qui par ailleurs sait très bien ce qu'il en est. Je rappelle que quand Chirac est allé en Algérie en 2003, le 2 mars 2003, les Algériens lui ont crié Chirac président, pas président de la France, président de l'Algérie. C'est-à-dire que quand est-ce que tu viens chez nous pour redresser ce système en 2003? Ensuite, ils lui ont crié des visas, des visas, des visas, c'est-à-dire on veut partir d'ici. Tout ça ouvertement, on veut partir. Et il paraît qu'ils lui ont même dit quand est-ce que tu viens chez nous
pour remplacer cette bande de types. Donc, si vous voulez, voilà comment. Donc, si on replace ça dans ce contexte, on comprend beaucoup mieux la raison de cette animosité qui doit être absolument utilisée d'une façon permanente. Et la France sert en fait de bouc émissaire pour essayer de faire oublier aux Algériens. D'ailleurs, ça ne les trompe pas, puisque Chirac avait reçu un accueil triomphal, mais ça sert à alimenter un certain nombre d'intellectuels, etc., etc. Et moi, je lis les histoires de Boualem Sansal comme exactement une autre façon disons, de mettre du bois dans ce feu contre la France. Et cette histoire avec ce pseudo-espion exactement de la même façon, si vous voulez. Alors, ce qui est grave, c'est que l'Algérie est un immense pays, grand comme 4 fois la France, qui fait plus de 2,4 millions de kilomètres carrés. Nous en faisons 550 000, donc plus de 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, qui a une position en Afrique, en particulier au Sahara, qui est tout à fait exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle fait de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est véritablement la place de l'Algérie dans dans la résolution des grands problèmes africains? Où est-elle? Où est la place de l'Algérie dans les BRICS? L'Algérie n'a même pas été admise dans les BRICS. Elle était admise dans les pays, comment dire, pas des BRICS directement, mais si vous voulez les amis ou les collaborateurs des BRICS, si vous voulez, dans la chambre numéro 2, où on met ceux qu'on veut pas faire rentrer dedans. Comment l'Algérie, qui a une telle puissance, une telle capacité géopolitique, avec cette place méditerranéenne et cette espèce d'entrée dans le Sahara, qui devrait être le plus grand pays d'Afrique, peut-être, de par son économie, elle s'est enfermée dans un système de rente et dans un système d'accusation permanente de la France qui l'empêche complètement de développer son immense pays et son potentiel, en fait. C'est un jeu dangereux pour l'Algérie, puisque vous nous expliquez que justement tout son système économique est basé sur l'importation, ce qui devrait impliquer normalement une diplomatie exceptionnelle pour pouvoir continuer justement à entretenir ses liens avec les pays dont elle finit par dépendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Algérie... Bien sûr. Non, mais parce qu'elle fonctionne comme un système en fait de prédation interne, c'est ça. Parce que quand vous avez deux systèmes en fait dans les pays. Vous avez les systèmes de pénurie, vous avez les systèmes de prospérité et d'ouverture. Bon, beaucoup de pays africains fonctionnent comme des systèmes de pénurie, parce que quand vous êtes dans la pénurie, vous vous enrichissez énormément, parce que ce que vous recevez, vous êtes près du pouvoir et vous en avez le monopole, et vous vendez ça à 10 fois le prix, 100 fois le prix, 1000 fois le prix. Donc, en fait, les gens qui sont dans des systèmes comme ça font des fortunes. C'est ça la réalité. Donc, il faut trouver des systèmes accusatoires par rapport à l'extérieur. C'est ce que fait, par exemple, Cuba, où j'étais il y a quelques années, que je connais très très bien. C'est organisé exactement comme ça. Et les populations internes sont complètement piégées, si vous voulez, parce que du coup, l'agriculture ne se développe pas. Quand un agriculteur a une production et qui vend ses tomates au marché, il va pas payer le ministre de l'importation ou le directeur des douanes, si vous voulez. Les oligarques vont rien toucher. Donc le système intérieur fonctionne comme ça. Alors, il n'est pas logique si on dit que à ce moment-là, le pays devrait avoir des bonnes relations avec ses contreparties, mais il est logique dans le cadre d'un système, si vous voulez, de prédation économique et politique. Donc, l'Algérie est exactement un système comme ça, et les chiffres que j'ai montrés, enfin, qu'un petit pays comme la Tunisie exporte 30% de son PIB en produits agricoles, le Maroc exporte des machines agricoles, des choses comme ça, et l'Algérie, hors pétrole, fait même pas 7 milliards d'euros, même pas, moins qu'un pays comme la Tunisie qui a pas de pétrole ou très peu de pétrole. C'est une honte, si vous voulez, pour un immense pays comme ça. Donc, en fait, on attend un jour un changement véritablement de direction politique, économique, une vraie ambition pour l'Algérie, quoi, et qui serait justifiée.
Mais tout ça fait que on cherche un bouc émissaire. Alors en plus, quand vous avez le président de la France qui va en Algérie pour dire il n'y a pas de culture française premièrement et deuxièmement comment ça s'appelle la politique est un crime contre l'humanité, la colonisation, alors que Chirac, qui a fait la guerre d'Algérie, a été reçu d'une façon absolument triomphale à Oran, partout, mais absolument triomphale. Donc personne ne lui en a voulu de la guerre d'Algérie. Donc c'est totalement fabriqué par les chefs pour se donner une contenance politique, tout simplement. Et le résultat de ça, et je vais finir avec ça, le résultat de ça, c'est que quand vous tapez sur votre grand voisin d'en face, alors que la France est quand même membre du Conseil de sécurité, enfin, on a tendance à dénigrer la France, et même nous on le fait trop, mais la France reste un très grand pays, ben à ce moment-là, lorsque ce pays prend parti pour vos ennemis ou vos adversaires marocains sur la question sahraoui, ben, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. C'est un camouflet diplomatique total pour l'Algérie de faire ça. Alors nous, on n'est pas malins parce que dans la diplomatie, faut faire les choses doucement, faut pas dire écoute, maintenant après t'avoir embrassé, je te dis que je t'aime plus et j'aime ton ennemi. On fait pas comme ça, on fait les choses progressivement, on fait en sorte de garder des bonnes relations avec tout le monde, on dit les choses petit à petit, on essaye de faire en sorte de trouver des solutions. Mais si vous voulez, moi je me mettrai à la place des Algériens et des personnes importantes en Algérie qui comptent. Je serais furieux contre mon pays. Si vous voulez, si on voulait obtenir que la France vous laisse tomber comme une vieille chaussette, on s'y prendrait pas autrement. Ouais. Donc là, du coup, alors on invente voilette sans sale, on invente n'importe quoi, mais ça c'est la marque d'un régime qui est aux abois, si vous voulez, diplomatiquement, économiquement, alors qu'ils ont du pétrole, à ne savoir qu'en faire, c'est un régime qui est aux abois. ايوا هادشي اللي كاين السي تبون، تعيا ما تكذب وهذوك المبردعين جالسين هنا كيصفقوا عليك. مع الاسف حتى البرلمانيين ديالك جالسه تكذب عليهم هما كيصفقوا عليك بحال ما نعرف راه، وكتجيب لهم الارقام قلتيها هذه 3 سنين و4 سنين وكتعاود تكررهم بلا حشمه بلا حياه. ايوا على كل انا هذاك الشيء. سمحوا لي يا اخواني، الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله.